Je m'appelle Patricia Faguet. Allez, c'est parti. Depuis près de 30 ans, je consacre ma vie à rechercher des personnes disparues. Ça vous dit quelque chose, ce visage? Non? C'était bien lui. C'est vrai? Il y a combien de temps qu'ils auraient déménagé d'après vous? Vous le connaissez pas personnellement? Non. Il habite à 50 mètres d'ici. Non. Je l'ai trouvé. Merci. Je mets toute mon expertise en œuvre pour tenter de réunir des familles séparées. Mais c'est pas mon nom, ça, déjà. Bonjour. Je vous préviens, vous éteignez ça tout de suite. Monsieur, je parle à votre épouse. Et apporter des réponses à des hommes et des femmes en quête de leur histoire. Tant que je suis vivante, je peux pas la laisser tomber. Je dis, j'ai un père, il va falloir que je le retrouve. Plus le temps passe, plus je perds espoir. C'est la seule personne qui manque à ma vie. Je me bats pour me retrouver, t'inquiète pas. Enquête de proximité. Bonjour. Il y a quelqu'un? Recherche administrative. Ça se complexifie. Cyber-investigation. Ah, là j'en ai un qui est intéressant. Mes techniques et ma ténacité m'ont permis de réunir des milliers de familles. Si je vous annonce que vous avez eu une fille. J'enquête aujourd'hui sur 2 disparitions. Tout d'abord, un trafic d'enfants. Céline, 46 ans, est née sous X. Adoptée à l'âge de 3 jours par l'intermédiaire d'un réseau illégal d'adoption, elle m'a contactée afin que j'identifie sa mère biologique, qui aurait accouché secrètement au sein d'un immeuble bourgeois de Lille. C'est la dernière solution pour m'apporter des réponses qui me semblent improbables aujourd'hui. Impossibles même. Puis, un délaissement paternel. Jérémy, 22 ans, et sa sœur Alexandra, 24 ans, n'ont plus jamais eu de nouvelles de leur père Laurent, suite à sa séparation d'avec leur mère il y a plus de 20 ans. Une disparition d'autant plus inquiétante que Laurent était très attaché à ses enfants. Ma chérie, je te souhaite un heureux et joyeux anniversaire et te fais un énorme bisou, papa qui t'aime. Pourquoi il a réagi comme ça? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi partir comme ça sans donner de nouvelles à ses enfants? Aujourd'hui, ces personnes comptent sur moi pour retrouver leurs proches disparus. Bonjour Jérémy. Bonjour Patricia. Comment ça va? Ça va? L'histoire de Céline, c'est celle d'une femme née sous X, puis adoptée dans les années 70, par le biais d'une association privée, Coucou. inconnue des services officiels de l'État. Vous avez préparé le café? Bien qu'elle ne sache rien sur ses origines maternelles et paternelles, cette artiste peintre de 46 ans, mariée et mère de 2 enfants, s'est construite sans traumatisme apparent. Mais il y a 5 ans, son état de santé change la donne. Tu sors mes médicaments, Félix? Ok. À 24 mois d'intervalle, Céline est victime de 2 accidents vasculaires cérébraux. Des AVC provenant d'une anomalie génétique, selon les médecins. On m'a dit, voilà, aujourd'hui, il faudrait quand même savoir si vos parents sont mal touchés ou pas. Depuis, pour espérer voir grandir ses enfants et préserver Alix, 20 ans, et Félix, 14 ans, de cette maladie héréditaire dont elle ne sait rien, Céline souhaite plus que tout lever le secret de l'identité de ses parents biologiques. Cette démarche de retrouver mes parents est nécessaire si je veux couvrir mes enfants. Aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle va trouver des réponses à ces questions parce que je pense qu'elle se pose énormément de questions, même si elle ne nous montre pas toujours. Il y a quand même un enjeu sur sa santé et tout ça. C'est aussi une question mentale et vitale. De 1940 à 1970 au moins, comme les parents adoptifs de Céline, des milliers de couples auraient eu recours à des œuvres privées pour pouvoir adopter plus rapidement un enfant. On ne connaît pas trop le parcours des mamans, on ne connaît pas trop la façon dont ça s'est fait en fait. Retour sur l'histoire d'une enfant déclarée sans filiation et adoptée dans la foulée par l'intermédiaire d'un réseau d'adoption en pratique douteuse, celle de parents adoptifs prêts à tout pour obtenir un bébé et d'une femme qui cherche aujourd'hui désespérément à connaître ses origines. On dit qu'on ne trouve pas mon dossier. J'ai l'impression d'être vraiment dans une impasse en fait. Que se cache-t-il derrière l'adoption de Céline? Pourquoi ses parents adoptifs se sont-ils toujours murés dans le silence sur les circonstances de sa naissance? Dans quel contexte a-t-elle réellement vu le jour? Autant d'interrogations qui hantent Céline depuis l'annonce d'une maladie génétique, il y a 5 ans. Pourtant, rien ne prédestinait cette quadragénaire, élevée dans une famille bourgeoise, par un père dentiste et une mère professeure de biologie, à ressentir le besoin un jour de connaître ses racines. J'ai des parents qui étaient cultivés, ouverts, curieux. Un couple modèle et en apparence amoureux.
mais qui ne parvient pas à avoir d'enfant. S'ensuivent alors des années d'attente parmi les dizaines de milliers de candidats à l'adoption de la DAS. Jusqu'au jour où ils apprennent l'existence d'un circuit parallèle aux procédures officielles, une œuvre privée, évoluant dans les milieux aisés de Lille et dirigée d'une main de fer par une sage-femme, Jeannette Reinhardt. Madame Reinhardt leur a proposé de les rencontrer et 3 jours après, le jeudi, a dit « ça y est, j'ai une petite fille pour vous ». Obtenir un bébé en 3 jours, une aubaine pour le couple, que la sage-femme rassure quant à ses origines. Madame Reinhardt leur a dit « vous inquiétez pas, c'est une très bonne famille, certainement avec des moyens supérieurs aux vôtres. C'est une jeune fille, elle a 19 ans. L'époque, ce n'était en 1973, la majorité était à 21 ans. » Les parents adoptifs de Céline voient l'arrivée de ce nourrisson tant convoité comme une bénédiction. Ils mettront tout en œuvre pour offrir à leur petite fille, à qui ils n'ont jamais caché la vérité, une vie digne d'un conte de fées. C'était une enfance heureuse, un enfant gâté, aimé, avec des parents qui avaient des moyens. Donc une très belle enfance. Choyée, Céline étudie dans les écoles les plus prestigieuses, avant de se marier et de devenir maman de 2 beaux enfants. Mais en 2014, au cours de vacances en Guadeloupe, elle est victime d'une première attaque cérébrale. Elle a 41 ans. 2 ans plus tard, elle récidive. Ça m'a semblé improbable. Donc là, la recherche devient évidente, puisque les médecins vous disent que ça serait bien qu'on sache qui sont vos parents. Céline s'inquiète alors de son hérédité. Elle se tourne vers l'aide sociale à l'enfance pour obtenir son dossier de pupille, mais se trouve rapidement confrontée à un mur. Mon dossier a disparu, donc on est révolté. On est forcément révolté. Aucune administration française ne trouve trace de sa naissance. La jeune femme s'intéresse alors à l'œuvre privée qui a organisé sa venue au monde et son adoption. Hélas, 44 ans après les faits, l'association Reinhardt a mis la clé sous la porte et Jeannette, la sage-femme qui l'a dirigée, est décédée. Mais Céline parvient à identifier un membre de sa famille. J'ai eu cette chance de pouvoir avoir au téléphone la fille de Madame Reinhardt qui m'a vraiment apporté quelques réponses, notamment le prénom de ma maman. Mais que valent ces informations? Pourquoi ne lui ont-elles pas été communiquées par l'aide sociale à l'enfance? Aujourd'hui, Céline souhaiterait faire la lumière sur les circonstances obscures de son adoption. C'est la dernière solution, pour m'apporter des réponses qui me semblent improbables aujourd'hui. C'est peut-être le dernier espoir, en fait. Il y a près de 20 ans, au hasard d'une de mes enquêtes, j'ai mis le doigt sur l'existence en France de nombreux réseaux de trafiquants d'enfants nés sous X. Des œuvres d'adoption privées qui profitaient de la faiblesse de jeunes mères pour leur enlever leur nouveau-né et les placer dans des familles de la haute société. Des situations particulièrement difficiles à résoudre, mais le cas de Céline m'interpelle. Fait-elle malheureusement partie de ces destins brisés? Je souhaite en savoir davantage et décide de lui venir en aide. Oui, allô? Oui, bonjour Céline. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Patricia, ça va? Bonjour Patricia, ça va bien, oui et vous? Oui, ça va. Alors, je viens de découvrir votre enveloppe avec tous vos documents. Oui. Donc, le jugement d'adoption, la lettre du CNAOP, et c'est surtout ça qui m'intéresse. Vous m'envoyez un acte de naissance, mais ça, c'est votre acte de naissance, mais il a été établi après votre adoption. Normalement, c'est le premier document qu'ils sont censés vous fournir. Ah ben là, il n'y en a pas eu. Eh oui, c'est étrange. Oui, ben moi, je n'ai pas réussi à l'avoir, ce papier-là. Je l'ai même fait demander par une avocate sur l'île, et elle n'a pas pu l'obtenir. C'est incroyable. Ouais. Je vois que vous avez fait quand même pas mal de démarches. Vous vous êtes adressé à l'aide sociale à l'enfance, conseil départemental du Nord, qui ne vous connaît pas finalement. Non. Vous êtes passé à travers les mailles du filet. Donc l'ASE ne vous connaît pas, ils n'ont pas de dossier, ils n'ont rien. Je ne connais pas non plus. C'est ça, vous êtes inconnu partout. Le CNAOP, la joie qui vous annonce, tout à fait comme si c'était normal, que vous avez probablement fait l'objet d'une adoption directe, comme cela se pratiquait parfois à l'époque. Ah ben alors, écoutez, moi j'ai découvert ça, effectivement, mais j'en sais pas davantage. Vos parents, ils vous ont eu à l'âge de 3 jours, c'est ça? Ouais. Donc c'est pas légal déjà. Ça fait très longtemps que j'enquête sur les trafics d'enfants nés sous X, et surtout dans le nord de la France. Ils incitaient les mères biologiques, qui étaient souvent des très jeunes filles. Oui, 19 ans la mienne, elle devrait... Ça, vous le savez comment? Eh bien par madame, la fille de mademoiselle Reinhardt.
Céline me relate l'échange qu'elle a eu avec la fille de la sage-femme qui a servi d'intermédiaire dans son adoption et me liste les maigres informations qu'elle a obtenues sur sa mère biologique. Ma mère biologique s'appelait Rita, d'après ce qu'elle m'a dit. Rita, 19 ans, et elle vous a dit que votre mère était cachée chez Mademoiselle Reinhardt? Tout à fait, pendant sa grossesse, afin que ça ne se sache pas. Elle a accouché sûrement chez elle, parce que c'était façade de l'Esplanade, puisque sa famille souhaitait que ça soit discret. Ils ont fait un accouchement chez eux, avec un médecin qui est venu faire l'accouchement. Et Madame Reinhardt a dû assister ou revenir chercher le bébé après, je ne sais pas trop. Façade de l'Esplanade, ça correspondrait à quoi? À la maison de mes grands-parents biologiques. Ah bon? Qui c'est qui vous a dit ça? C'est Oui, c'est un... Et votre mère adoptive, elle sait sûrement des choses, hein? Ça va être compliqué. Pour elle, ça va être dur, quoi. Céline a toujours été très proche de ses parents adoptifs et par respect pour eux, n'a jamais voulu les questionner sur ses origines. Son père est aujourd'hui décédé. Quant à sa mère, de santé fragile, elle ne souhaite pas l'importuner davantage avec ses recherches et me demande de ne pas la contacter. Puis la peur de perdre l'affection, il y a plein de choses. C'est sûr. Donc du coup, c'est pas simple, quoi. Bon, c'est super. En tout cas, Céline, je vais faire mon max pour trouver des infos. Voilà, trouver votre mère, hein, dans l'absolu. À bientôt, Patricia. Oui, je vous embrasse. Au revoir. Bon, on a affaire à un trafic d'enfants, hein, soyons clairs. Et je pense que ça va être une recherche qui sera loin d'être facile. Un lieu de naissance imprécis, des délais d'adoption aussi rapides qu'illégaux, des archives introuvables. Il ne m'aura fallu que quelques minutes pour identifier les méthodes inhumaines employées par ces réseaux d'adoption d'après-guerre, tant à l'égard des nouveau-nés qu'à celui de leur mère biologique. Des jeunes femmes démunies ou fuyant le scandale familial que l'on incitait à accoucher discrètement et à abandonner leur enfant pour pouvoir satisfaire les prétendants à l'adoption les plus aisés, dans des délais défiant toute concurrence. Mais mon travail de recherche sur ce sujet ne m'avait jamais vraiment conduite à m'intéresser à l'association Reinhardt. Je décide aussitôt de m'y pencher sérieusement. Que sait-on de cette association Reinhardt, du nom de la sage-femme qui l'avait créée? À peine arrivée à mon bureau, je me mets en quête de procéder à quelques vérifications. Je vois un peu ce qu'il dit sur Internet. Jeannette Reinhardt. Ah oui, il y a plein de gens qui cherchent leurs origines et qui sont passés par cette Jeannette Reinhardt-là. Je ne trouve rien, ni sur la sage-femme, ni sur son organisation caritative. Mais les moteurs de recherche regorgent en revanche d'appels à témoins d'enfants, adoptés comme Céline par son intermédiaire, et qui tous recherchent activement leurs origines. L'histoire de Chantal. Je recherche désespérément mes parents géniteurs. Jacqueline, ma mère, m'a abandonnée à la naissance. Je suis née sous X le 6 juin 64 à 15h15 chez Madame Reinhardt, au 282 boulevard Victor Hugo à Lille. Tiens, je récupère une adresse. C'est donc là que vivait Jeannette Reinhardt, la fondatrice de l'association. Un appartement aménagé en maternité, où elle procédait également aux accouchements de ses jeunes filles mères et aux transactions avec les futurs adoptants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas d'article, il n'y a rien du tout. Je ne suis pas surprise du silence d'Internet sur la question. Ces réseaux étaient très bien organisés et peu de gens ont eu le courage de dénoncer ces pratiques interdites. Mais je dois coûte que coûte aider Céline à démêler le vrai du faux et tenter d'en apprendre davantage sur son histoire. Journaliste à la télévision depuis 28 ans, j'ai toujours eu naturellement le réflexe de faire des recherches par le biais de l'audiovisuel. Il se pourrait qu'un reportage sur le sujet ait déjà été réalisé, dans lequel je pourrais noter des noms ou des adresses pouvant m'aider dans ma quête. Direction l'Institut national de l'audiovisuel à Brie-sur-Marne, en région parisienne. Bonjour. Je viens pour savoir s'il est possible de consulter des documents, de faire une recherche au niveau des archives de l'INA. Oui, bien sûr. Oui. L'INA est un établissement public, principalement chargé d'archiver toutes les productions audiovisuelles. C'est la plus grande banque d'images de France, avec plus de 20 millions d'heures de documents radiophoniques et télévisuels. Tout le monde peut y avoir accès sur simple rendez-vous. Bonjour monsieur. Je ne vais pas vous déranger. Je viens vous voir dans l'espoir de trouver de la documentation sur une œuvre d'adoption privée et sur une sage-femme qui exerçait à Lille dans les années, entre les années 40 et les années 90, on va dire. D'accord, on peut chercher si vous voulez. Avec grand plaisir. Peut-être des choses dans la base, on peut regarder avec si grand vous voulez. plaisir, c'est mon espoir, hein, je vous le cache pas. Eh bien venez. Parce que j'ai rien trouvé là-dessus. On peut rechercher par mots-clés. Ah bah c'est génial. Si vous voulez. Le premier mot-clé c'est Reinhardt.
R-E-Y-N-E-R-T. En environ 300 résultats. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous voulez qu'on mette d'autres mots-clés ou pas? Alors on peut mettre le prénom. Ça permettra peut-être de réduire le spectre des possibles. Jeannette, vous avez dit. Jeannette. Ah, tiens. Elle apprend que son dossier de naissance est quasi vide. C'est exactement mon histoire. Donc vous voulez qu'on va peut-être regarder la vidéo? Ah, je veux bien, c'est gentil. Daniel recherche sa fille, mais l'enfant pourrait avoir été adopté en France. Mais alors j'ai appris malheureusement qu'elle était donc restée à Malo-les-Bains et qu'elle n'était pas passée par la DAS. Qu'elle était donc passée par l'œuvre de Madame Reinhardt. J'ai téléphoné uniquement à cette dame et elle m'a, disons, méprisée, quasiment insultée. Alors que malheureusement, en 1970, elle avait, disons, accepté de prendre les 10 000 francs français que mon père lui avait proposés. Somme d'argent, chantage, pression. Incroyable. Ah, ça vous ennuierait pas de faire une pause sur le jugement? Là, je voudrais voir la condamnation. Interdite d'exercer en 77 par le préfet de la région du Nord. Ok. Ça confirme exactement le trafic, quoi. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis très satisfaite de mon passage à l'INA parce que je viens de découvrir un seul reportage qui date de 1997, un envoyé spécial sur cette Jeannette Reinhardt qui aurait été condamnée pour trafic d'enfants. Donc déjà en 1977, apparemment, son œuvre a été interdite d'exercer à ce moment-là. Et son agrément lui avait été retiré dès 1965. Ce qui signifie que Céline aurait été adoptée alors même que Jeannette Reinhardt n'avait pas d'agrément pour le faire. C'est sur cette découverte effroyable que je prends la route pour Lille, la ville où Céline a vu le jour et où ce trafic d'enfants aurait sévi pendant plusieurs décennies. Tous ces gens-là savaient très bien ce qui se passait. Et ils se cachaient sous un paravent caritatif et religieux pour faire leurs petites affaires tranquillement. Mais leurs petites affaires, elles étaient tout aussi illégales à l'époque qu'elles le sont aujourd'hui. Mon objectif, reconstituer le parcours de la sage-femme, maillon central de ce réseau, à partir de son adresse de l'époque, dénichée le matin même sur un forum spécialisé. Au 282 boulevard Victor Hugo à Lille. L'immeuble est toujours là, mais impossible d'y accéder. La porte est verrouillée et dépourvue d'interphone. L'immeuble, il est d'époque. Évidemment, il n'y a plus aucune trace de ce passé-là. Là, il y a des stores, donc c'est une époque révolue. Mais en tout cas, ça, c'est une adresse historique, ancestrale de Lille. Où beaucoup d'accouchements ont eu lieu. Jeannette Reinhardt y a vécu des années 30 aux années 2000. Il reste forcément des témoins de ce passé, des personnes qui l'ont connue et qui seront susceptibles de me renseigner sur ses activités. J'entame une enquête de voisinage. Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Vous êtes jeune, mais je cherche quelqu'un qui aurait exercé comme sage-femme il y a très longtemps dans l'immeuble d'à côté. D'accord. Ça vous dit rien? Jeannette Reinhardt? Non, du tout. Du tout? Vous n'en avez pas entendu parler? Vous pouvez sonner chez les autres voisins si vous voulez. Oui. Maintenant, il y a beaucoup d'étudiants à Lille, donc. J'ai vu qu'il y avait un médecin à côté. Docteur Cuvelier. Ça ressemble à une clinique privée. Là, on est à 2 immeubles de chez Jeannette Reinhardt. Salle d'attente. On va attendre dans la salle d'attente. Bonjour docteur, pardon de vous déranger, on est une équipe de télé, la chaîne 23 RMC Story. Je cherche des informations sur une sage-femme qui exerçait à 2 numéros de vous, qui s'appelait Jeannette Reinhardt. Ça vous dit rien? Il y a la présidente des sages-femmes qui a 2 maisons en costume. C'est pas vrai. Au numéro combien? 272. 272, la présidente des sages-femmes? Donc du Conseil de l'Ordre ou... Conseil de l'Ordre des sages-femmes, ouais. Ah bah ça alors, c'est incroyable. Madame Lemasson, je vais aller voir tout de suite. Merci pour toute votre aide. Bon courage, docteur. Au revoir. Ah bah oui, conseil départemental de l'ordre des sages-femmes du Nord. Alors ça, c'est extraordinaire. À 2 maisons de Jeannette Reinhardt. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame Lemasson? Oui. Ah, c'est vous que je voulais voir. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je m'appelle Patricia Faguet, je suis journaliste pour une émission de télévision. Je suis à la recherche d'une sage-femme qui exerçait à côté de chez vous, là, qui s'appelait Jeannette Reinhardt. Ah, je ne l'ai pas connue, moi. Elle était plus en activité quand j'étais présidente de l'ordre, j'en suis sûre. Et Jeannette Reinhardt, elle est décédée? Moi, je pense, oui. Mais il y a longtemps. Vous savez qu'il y a pas mal d'enfants qui recherchent leurs origines. Oui. D'accord. Je sais, j'ai déjà eu des courriers, j'ai déjà eu des demandes. Ok, donc vous connaissez un peu le passif? Oui, il y avait des pauvres filles qui accouchaient et enfilaient son enfant, soit en disant qu'il était mort, soit
à des personnes qui avaient de l'argent et qui finançaient la communauté. Exactement. Et là, la jeune fille qu'on aide, elle est née façade de l'Esplanade. Apparemment, sa mère biologique vivait façade de l'Esplanade. Ouais, il y avait des accouchements à domicile, plus que maintenant. Oui, c'est ça. En plus, c'était clandestin, c'était... C'est exactement ça. Et du coup, il n'y a pas de dossier, même l'aide sociale à l'enfance n'a pas de dossier. Non. Et donc... Non, c'était pas officialisé. Je peux vous faire rentrer. Ah, je veux bien. Vous acceptez, c'est gentil, merci. Les sages-femmes en retraite sont-elles tenues, à l'instar des médecins, de s'assurer du devenir des dossiers de leurs patients? Ma rencontre avec la présidente du Conseil régional de l'Ordre des sages-femmes est une aubaine. J'en profite pour lui demander de m'éclairer sur les lois qui régissent la profession. C'est mademoiselle Reynard qui était sage-femme. Est-ce que les sages-femmes sont tenues de conserver leurs archives? Normalement, oui. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre accueil. C'était un plaisir. C'était tellement imprévu. Merci vraiment beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, on a tous ces renseignements. Au revoir. Au revoir. Je suis très contente de cet entretien. C'est complètement inespéré. Elle m'a confirmé que Jeannette Reynard était décédée. Qu'elle aurait apparemment une descendance. Donc, il va falloir maintenant que je parte sur cette piste-là. Ma journée s'achève sur un goût amer. Une fois de plus, je me trouve confrontée à l'un de ces réseaux de trafiquants d'enfants, disparus comme ils ont vécu, discrètement et en totale impunité. Les faits sont aujourd'hui prescrits et il serait impossible pour Céline de faire appel à la justice. Mon seul espoir, tenter de localiser les archives de cette fameuse Jeannette Reynard. Le jour se lève à Lille pour une nouvelle journée d'enquête. La veille, j'ai appris par la présidente des Sages-Femmes du Nord qu'il incombait aux descendants de conserver les archives de l'activité de leurs aïeux. Il y a quelques années, Céline avait identifié et contacté l'une de ses héritières. Je m'installe dans un café pour retrouver ses coordonnées. Je vais m'installer là. Bonjour monsieur. Je vais prendre un petit café, s'il vous plaît, avec du lait. Donc là, si je tape Reynard. Ah ben il y en a plein des Reynard. Merci monsieur, merci beaucoup. Je vais essayer de retrouver sa trace. J'espère qu'elle est sur l'île aussi. Si je tape Reynard. Donc là, apparemment, elle serait médecin généraliste à Lille. Donc on gravite toujours dans le même milieu. Elle a peut-être conservé des archives et elle va pouvoir en tout cas nous parler de Jeannette Reynard, dont on n'a jamais vu de photo, qu'on ne connaît absolument pas. Par rapport à chez nous, là où on est à 5 minutes. Donc ça va être ma prochaine étape. Merci encore pour votre accueil. En chemin, je fais un détour par la façade de l'Esplanade, l'adresse où serait née Céline. Ça, c'est les immeubles de la façade de l'Esplanade. Une centaine d'immeubles et d'hôtels particuliers bordent cette longue avenue. Impensable d'espérer, 47 ans après les faits, y faire une quelconque découverte. C'est impossible de retrouver une personne sur autant de bâtiments. Donc la façade de l'Esplanade, c'est pas une piste que je peux exploiter de toute façon. Après avoir traversé l'île en pleine heure de pointe, j'arrive enfin à l'adresse de l'héritière désignée des archives de Jeannette Reynard. Acceptera-t-elle de m'aider? Confirmera-t-elle les informations qu'elle avait communiquées à l'époque par téléphone à Céline? Me permettra-t-elle de vérifier ces données par moi-même? Allez, on y croit. J'espère qu'elle a conservé les documents concernant les accouchements et surtout qu'elle acceptera de m'en parler. Alors que j'accède à l'immeuble, un couple qui rentre attire mon attention. Ils sont en rapport d'âge avec les descendants de la sage-femme. Bonjour messieurs, dames. Je me hasarde à les aborder. Vous êtes monsieur, madame? Ah, bonsoir. Je suis désolée de vous déranger, je suis Patricia Faguet. Bonsoir, bonsoir madame. Je suis journaliste pour une émission de télévision qui aide les personnes séparées à se retrouver. Moi, j'aide une jeune fille à retrouver... avec plaisir, avec plaisir. Ça va? Ça va? On vous suit? Merci monsieur, c'est très gentil. On vient d'arriver à Lille. Et moi, j'aide donc cette jeune fille que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Céline, à retrouver ses origines. Elle a été confiée en adoption par votre, je crois, maman adoptive. Oui, disons qu'elle a été l'intermédiaire entre l'enfant qui est né et puis les parents adoptifs. Oui, c'est ça. Elle s'appelait à l'origine Christelle Marie et donc elle a été adoptée par l'intermédiaire de cette sage-femme, Jeannette Reynard, dont vous avez peut-être conservé les archives. Certainement, j'ai le prénom de la dame qui a accouché et les prénoms de l'enfant qui est né. D'accord, ah, vous avez conservé ça? Oui. Il y a moyen de vérifier? Enfin, moi.
Oui, je le donne à personne, hein. C'est moi qui garde. Parce que sur les petits calepins que vous avez récupérés, il y a quoi? Il y a un prénom? Non, pas des calepins, ce sont des cahiers, des feuilles. D'accord. Et il n'y a que des prénoms, il n'y a pas de nom de famille, c'est ça? Il n'y a pas de nom de famille, aucun. D'accord. Mais il y a des indications peut-être sur l'âge, l'adresse? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Donc il n'y a non, pas de c'est très prénom? confidentiel tout ça. Oui. Oui, je sais. Donc il n'y a pas du tout de nom de la personne qui a accouché. Il n'y a pas de renseignements. Quelquefois, il y a son métier, mais c'est pas toujours le cas. D'accord. C'est tout. Je trouve que ça devient un peu long, madame. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que je suis fatiguée. Je comprends, il n'y a pas de souci. Si vous pouviez nous aider à trouver quoi que ce soit, ça serait super. À quelle heure est-ce qu'on peut revenir vous voir demain? Non, demain c'est trop tôt. Il faut que je cherche dans tous mes cartons. Vous venez de déménager. Tous les dossiers que j'ai sont même pas encore rangés. Il faut que je retrouve. Ça vous embête, j'imagine, ce genre de demande, non? Pas du tout, ça m'embête pas. C'est vrai. Mais là, c'est très pressé, là. Habituellement, je prends longtemps, quand même. Bah oui, parce qu'en fait... que là, rien n'est rangé. Je comprends. On va essayer de retrouver les cahiers. Ah, c'est très gentil. Si vous pouviez, vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Merci, madame. Bonne soirée. Pardon du dérangement. Bon. Bah ça, c'était une étape importante, parce que je viens de rencontrer qui est l'héritière, entre guillemets, des archives. Donc, elle m'a promis qu'elle allait faire des recherches. Elle me rappelle demain, et on croise les doigts pour qu'elle trouve eh bien, l'identité de la mère biologique de Céline. Je regagne mon hôtel avec un mauvais pressentiment. Je sais désormais que cette association a été condamnée en 1977 pour trafic d'enfants et qu'il y a peu de chances qu'on me laisse accéder à des archives qui révéleraient de tels agissements. Je n'ai pas d'autre choix que de lancer une bouteille à la mer. Depuis 30 ans que j'exerce cette profession, j'ai la chance de bénéficier aujourd'hui d'un réseau d'informateurs qui partagent ma philosophie et mes convictions pour m'aider dans la recherche des personnes disparues. Des anonymes, mais aussi des employés administratifs. Des sources aussi précieuses que confidentielles. Oui, oui, oui. Bah là, c'est pas un cas facile. En fait, je suis à la recherche d'une personne qui a accouché sous X, à Lille. N'ayant pas d'autres informations en ma possession que celles que l'on avait données à Céline il y a quelques années, je décide de lancer tous mes contacts sur la base de ces éléments, espérant un miracle. Ma mère biologique, elle s'appelait Rita, d'après ce qu'elle m'a dit. Rita, 19 ans. Tout à fait. À l'époque, Céline avait réussi à contacter la famille qui lui avait dit « Mais votre mère biologique se prénommait Rita et elle avait 19 ans au moment de votre naissance. » Merci beaucoup. Au revoir. Il y a quelques semaines, Céline m'avait contacté pour que je l'aide à retrouver sa mère biologique qui avait accouché d'elle en septembre 1973 à Lille, avant de la confier à la sage-femme Jeannette Reinhardt, alors à la tête d'une association d'adoption. Décédée au début des années 2000, elle aurait confié ses archives à une descendante qui m'a promis d'effectuer des recherches. C'est le cœur rempli d'espoir que je retourne la voir. Désolé, votre correspondant ne répond pas. Je la vois. Vous pouvez m'ouvrir? Je vais les appeler, parce qu'ils ne veulent pas m'ouvrir. Ils ne décrochent pas. Mon pressentiment s'est avéré exact. La veille, ce couple s'était montré disposé à m'aider. Pourquoi un tel revirement aujourd'hui? Je suis consternée. Ça, c'est des gens qui veulent aider mais qui n'aident pas, en fait. Soudain, alors que tous mes espoirs se sont effondrés, mon téléphone sonne. Et on ne sait pas si cette Rita, elle a transité par la façade de l'esplanade. Une de mes sources contactée la veille aurait trouvé trace d'une prénommée Rita dans un ancien registre de maternité du nord de la France. À l'époque, c'est le prénom qui était ressorti de l'échange téléphonique entre Céline et la descendante de Jeannette Reinhardt, comme étant celui de sa mère biologique. Merci. Ils ont trouvé le dossier d'une Rita qui serait passée par une maison maternelle qui cachait les grossesses de jeunes filles mères, mais ce dossier est confidentiel. Franchement, je n'en reviens pas de ce retournement de situation-là. Mes informateurs vont m'envoyer ce listing par mail. Pouvoir accéder à ce fichier qui recense des dizaines d'accouchements sur plusieurs décennies relève de la providence. Je vais peut-être pouvoir enfin identifier la mère biologique de Céline.
Je m'empresse de trouver un endroit à l'abri des regards pour le parcourir. Là, je vais simplement aller à l'année 73, puisque l'accouchement a eu lieu en 73. J'ai combien d'accouchements? Moi, j'en ai pas mal quand même. J'ai bien une centaine de noms. Facile, voire 200. Rita, elle a accouché en 73 et elle est née en 54. Donc ça pourrait très fortement être elle. J'ai tapé Rita, j'en ai trouvé une qui correspond à celle qui nous intéresse. Puisqu'on sait que notre Rita est née en 54, très probablement parce qu'elle avait 19 ans au moment de l'accouchement, qui a eu lieu en 73. Donc toutes les pistes corroborent. Me voilà enfin en possession d'un nom. Cette prénommée Rita correspond point par point aux informations portées à la connaissance de Céline. Je vais taper le nom de Rita, quand même, pour voir ce que ça donne. Oh là 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 là. Rita, 65 ans, Seclin. Elle est née le 28 mars 54. 28 mars 54, c'est elle. Il me reste à trouver son adresse précise. Je tape son nom sur les pages blanches. Il y a Seclin où elle vivrait, il y a bien une R. Et avec un peu de chance, c'est Rita. Donc ça va être ma prochaine étape. Merci beaucoup. Pour l'instant, je n'ai aucune certitude que la Rita que je viens de trouver est notre Rita. La seule certitude que j'ai, c'est que cette Rita, elle a 65 ans. Et elle a accouché en 73 d'un enfant né sous X. Maintenant, est-ce qu'elle est bien la mère biologique de Céline? C'est ça qu'il va falloir que j'apprenne. Rita vit dans l'un de ces immeubles dotés de digicodes, mais par chance, un résident qui rentre chez lui m'en ouvre l'accès. Dans quelques instants, je devrais savoir s'il s'agit de la mère biologique de Céline. Pardon, merci. Donc 24, deuxième étage. Bon, pourvu que ce soit elle, là. Bonsoir Rita, on se connaît pas. Pardonnez-moi de vous déranger. Bonsoir, je suis Patricia, je suis journaliste pour une émission de télévision qui aide les familles séparées à se retrouver. Je dois vous poser une question. Est-ce que vous avez accouché d'un enfant en 1973? Oui. Céline m'avait contacté pour que je retrouve sa mère biologique, qui avait accouché sous X en septembre 1973 à Lille. Quelques semaines plus tard, je lui ai proposé de faire un point sur mes recherches chez elle à Chanay, en Vendée. Je suis très contente d'avoir pu traiter cette histoire et cette enquête, parce que c'est quand même un aspect méconnu de l'accouchement sous X, et de l'adoption, et de tout ce qui va avec. Dans quelques instants, elle va découvrir l'enquête que j'ai menée plusieurs jours durant dans le nord de la France. Bonjour, Bonjour Patricia. Ça va? Oui. Entrez, installez-vous. Merci. On va faire un petit point sur mon enquête aujourd'hui. Cette enquête, elle a commencé par, évidemment, la recherche de cette œuvre d'adoption dirigée par cette fameuse Jeannette Reinhardt, qui n'avait pas pignon sur rue, déjà. Voilà, parce que... Je ne savais pas. Ouais. En fait, quand on est sous X, soit on passe par l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelait la DAS autrefois, soit on passait par des œuvres d'adoption privée, D'accord. dont certaines étaient plus ou moins légales. D'accord. En l'occurrence, celle par laquelle tes parents adoptifs sont passés n'était pas légale. D'accord, ça je ne le savais pas non plus. À l'époque, les mamans biologiques avaient 3 mois pour se rétracter lorsqu'elles accouchaient sous X. Vous, vous êtes partie en adoption à l'âge de 3 jours. Oui. Donc si votre mère biologique avait voulu vous récupérer, elle n'aurait pas pu. Non, elle n'avait pas la possibilité. Donc ça s'appelle du vol. Oui. Ensuite, vous avez été retiré à vos parents biologiques, probablement moyennant de fortes sommes d'argent, oui. Pour être confié à vos parents adoptifs, moyennant de fortes sommes d'argent, on le sait. Oui. Donc ça s'appelle du trafic d'enfants. Oui. La logique était que je parte sur la piste de Jeannette Reinhardt. Il fallait absolument que j'essaie de retrouver des archives, voir si elle avait conservé des archives, si elle ne les avait pas brûlées. Donc visiblement, les archives de Jeannette Reinhardt ont été conservées par un membre de sa famille, que tu avais eu au téléphone, je crois, il y a quelques années. Oui. Donc je me suis mise en quête de retrouver cette personne détentrice des archives. Oui. Je l'ai retrouvée. Et je l'ai rencontrée, et elle m'a conviée à entrer chez elle. Et je vais te laisser découvrir la teneur de notre conversation. D'accord.
Madame. Ah, bonsoir. Vous avez peut-être conservé les archives. Oui. Il y a moyen de vérifier? Ah oui, moi. Oui, je le donne à personne. Hein. Je trouve que ça devient un peu long, madame. Il n'y a pas de problème. C'est l'heure où je suis fatiguée. Je comprends. Je pense qu'elle a peur. Quand on sait que sa mère a peut-être pas toujours exercé totalement dans la légalité. Je pense que ça doit être difficile pour elle aussi. Hein. On continue? Si vous pouviez nous aider à trouver quoi que ce soit, ça serait super. On va essayer de retrouver les cahiers. Oh, c'est très gentil. Si vous pouviez, vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Merci, madame. Et en fait, elle ne m'a jamais rappelé. Donc j'ai reçu un coup de fil de son avocat le lendemain pour motif d'intrusion à son domicile, entre autres. D'accord. Donc malheureusement, je pense que la clé de ton histoire se trouve dans cet appartement et qu'on ne l'aura jamais. D'accord. Mais j'ai quand même poursuivi la piste d'Erita puisque c'était de toute façon le seul élément d'information que tu avais. Donc il fallait que j'aille au bout de cette piste. Ouais. Il se trouve que j'ai à ma disposition un fichier très confidentiel de maman ayant accouché sous X dans le nord de la France. Ah bon? Oui. Donc je me suis dit que ça valait le coup quand même de jeter un coup d'œil pour savoir si je trouvais des prénommés Rita. D'accord. Dans ce fichier. Et j'en ai trouvé une qui a accouché en septembre 1973, qui avait 19 ans en septembre 1973, qui est née en 54. Je suis allée la rencontrer. Et malheureusement, c'était pas elle. Bon, une prochaine fois. Je dois vous poser une question. Est-ce que vous avez accouché de mon enfant en 1973? Oui, c'est mon fils. Votre fils? Et vous n'avez pas eu d'autres enfants en 73? Et vous, vous êtes né à Vingles en... Ah, c'est très gentil, merci madame, merci beaucoup. Nous aidons une jeune femme qui est née sous X à retrouver sa maman biologique. Oui. Et en faisant mes recherches, moi j'ai un fichier de mamans qui ont accouché sous X et qui se sont retrouvées en maison maternelle. Oui. J'ai jamais été, moi c'était Bapom. Mon fils il est né à Bapom d'ailleurs. Et c'était pas une maison maternelle qui cachait les grossesses? Si, il y avait des propositions quand même, des jeunes femmes qu'ils revenaient d'accoucher et que les enfants n'étaient plus là. Ah. Parce qu'il y avait la maternité à côté. À Bapom? Ouais, à Bapom. Et là, vous avez le souvenir d'avoir croisé des jeunes filles? Oui. Qui revenaient? On avait 17 ans, 17, 18 ans, pas plus. Il y avait des plus jeunes. Oui. Qui revenaient sans leur bébé? Oui. Et quand vous me dites des propositions, c'était quoi exactement? Bah, comme on était jeunes, ils nous demandaient si on voulait garder l'enfant ou si on voulait le donner, quoi. En adoption? Oui, voilà. Donc il y avait des parents qui voulaient pas que leur gamine elle garde l'enfant aussi. Ça, je m'en souviens. Ah ouais? Oui. C'est incroyable. Et vous apparaissez sur un fichier de mamans ayant accouché sous X et ayant confié leur enfant. J'ai eu 6 enfants, je les ai tous gardés. Oui, bah oui. Tant mieux. Bah oui. Ah, c'est dommage pour... ça correspondait pour cette dame qui recherche sa maman. Exactement. Ouais, je suis aussi déçue que vous. Ouais, je suis vraiment navrée de... Non, mais... J'y croyais, mais j'y croyais dur comme fer. Donc cette Rita, qui correspond point par point à ta mère biologique, qui n'est malheureusement pas la bonne personne, m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu usurpation d'identité. D'accord. C'est-à-dire si Jeannette Reinhardt n'allait pas piocher de temps en temps dans des fiches de jeunes femmes, mères célibataires, qui ont réellement existé, pour accoler leur nom sur des jeunes filles de bonne famille dont il fallait absolument que rien ne sorte. Parce que c'est pas possible qu'il y ait eu 2 Rita ayant accouché toutes les deux en septembre 1973 à l'âge de 19 ans. D'accord. En tout cas, c'est très peu probable. Donc moi, le prénom Rita, j'y crois pas. C'est vrai que du coup, je retourne à la case départ. Donc je ne sais pas si on arrivera à un dénouement. Alors, il reste une solution, c'est de lancer un appel à témoins. Je recherche ma mère biologique. Je suis née le 26 septembre 1973 à Lille. Ça serait avec un grand plaisir de découvrir qui elle est. Si vous avez accouché sous X à Lille le 26 septembre 1973, écrivez-nous à contact@personnedisparue.com. C'est le cœur lourd que je conclus cette enquête. Combien de femmes
forcés à abandonner leur nouveau-né, combien d'enfants aussi, victimes de ces trafics, se recherchent aujourd'hui mutuellement? Céline fait malheureusement partie du lot, sans autre recours ni soutien que celui de son mari Stéphane et de leurs 2 enfants. L'adoption illégale, qu'elle soit nationale ou internationale, est un crime puni pénalement de 10 ans de prison ferme. Mais à ce jour, aucune condamnation n'a jamais été prononcée. L'histoire d'Alexandra et Jérémy, c'est celle d'une sœur et de son petit frère, abandonnés du jour au lendemain par leur père, pourtant séparés en bons termes de leur mère. Tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu veux quoi? J'ai de l'eau. Un verre d'eau? Élevés par leur mère, Alexandra et Jérémy ont grandi avec l'image d'un père fantôme. Hier, en regardant les cartons, regarde ce que j'ai trouvé. Tu te rappelles de ça? Je te l'avais montré. Oui. Je l'avais acheté pour papa quand j'étais partie en classe scolaire, tu te rappelles, avec l'école. Il y a écrit papa est le meilleur en allemand. Ouais. Et au final, j'ai jamais pu l'offrir parce que au retour de mes vacances scolaires, on n'avait plus de nouvelles. Donc du coup, écoute, j'ai trouvé ça aussi. Tu te rappelles, il me l'avait offert pour mon anniversaire. Et avec, il m'avait écrit une carte d'anniversaire. Ma chérie, je te souhaite un heureux et joyeux anniversaire et te fais un énorme bisou, papa qui t'aime. Je savais que tu gardes tout ça. Je garde tout, donc Ouais. ça fait des souvenirs, c'est le peu de souvenirs qu'on a, mais bon, au moins c'est déjà ça de papa. Hein. C'est clair. Pour survivre à cet abandon, Alexandra et Jérémy, aujourd'hui âgés de 24 et 22 ans, se sont cloîtrés dans une relation fraternelle fusionnelle qui n'a toutefois pas suffi à panser leur plaie. Leur père leur manque et le mystère de sa disparition ne cesse de les hanter. Pourquoi il est parti sans nous donner de nouvelles et qu'est-ce qu'on a pu bien faire, nous, surtout à notre âge, pour qu'il parte comme ça, quoi. C'est clair. Comme 20% des enfants en France, Alexandra et Jérémy ont peu à peu perdu de vue leur père suite à la séparation de leurs parents. On s'est abandonné, clairement, il n'y a pas d'autre mot en fait. Ça nous a fait mal, on en a beaucoup parlé tous les deux. On s'est dit, bon, allez, ça peut-être qu'un jour, il reviendra. Quand, on ne sait pas, on espère, comme tous les ans, on espère toujours. Retour sur l'histoire d'une décision sans appel, celle d'un père qui a choisi de refaire sa vie au détriment de ses enfants et d'un frère et d'une sœur qui cherchent désespérément à reconquérir son cœur. C'est dur de grandir sans père. Si par chance j'arrive à le revoir et reprendre contact avec lui, je sais pas du tout comment je vais réagir. Pourquoi Laurent a-t-il soudainement tourné le dos à l'ensemble de sa famille? Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à abandonner ses enfants chéris? Regrette-t-il son départ? Des incertitudes qui ne cessent de ronger Alexandra et Jérémy au quotidien. D'autant que leurs parents ont, dès leur rencontre, noué une grande complicité. Ils travaillaient ensemble et suite à ça, ils ont sympathisé, ils se sont mis ensemble, ils m'ont eu moi. Et 2 ans après, ils ont eu mon petit frère Jérémy, donc tout allait très bien. Une relation de famille épanouie qui éclate en 1996 lorsque Sylvie apprend par des amis communs que Laurent la trompe. Donc du coup à ce moment-là, je pense que comme toute personne, ma mère ça l'a vraiment déplu et ils ont décidé de se séparer. Comme 70% des enfants du divorce, Alexandra, 4 ans, et Jérémy, 2 ans, sont confiés à leur mère Sylvie, qui déménage avec eux dans le 13e arrondissement de Paris. Laurent dispose d'un droit de visite, un week-end sur 2. C'est un moment qu'on attendait avec ma sœur, c'était le dimanche, on savait que c'était aujourd'hui qu'on allait voir notre père, donc on était super contents, on était heureux, même aujourd'hui j'ai encore le sourire, juste de le voir, c'était un cadeau pour nous. Véritable papa poule, Laurent entretient une relation privilégiée avec ses 2 enfants, et particulièrement avec son aînée, Alexandra. Mais c'est vrai qu'avec moi, c'était la petite fille, le papa et sa petite fille, voilà. Mais sa rencontre avec Véronique, quelques mois plus tard, va changer la donne. C'est désormais chez elle, où Laurent s'installe dans le 15e arrondissement de Paris, qu'il reçoit sa progéniture. C'est là que tout a commencé un peu, on va dire, à déraper, entre guillemets, parce que après, elle nous détestait, clairement, faut le dire, elle nous aimait pas du tout. Il n'y avait pas de rapport de belle-mère qui essaye de connaître ses beaux enfants, quoi. Les mois passent et les tensions entre Véronique et les enfants de Laurent empirent, au point que ce dernier se voit contraint de prendre des mesures radicales. C'est mon père qui avait dit à ma mère en gros que c'était pas possible, ça se passait pas trop bien. Donc du coup, il préférait nous voir dehors, que le dimanche. Donc un dimanche sur 2, de 10h du matin à peu près à 16h, qui nous ramène à la maison, pas plus. Et après, plus du tout. Laurent ne partage plus que quelques heures par mois avec ses enfants. Des heures denses, joyeuses et précieuses qu'il consacre à les emmener au cinéma, au parc ou au restaurant. Un rituel qui s'arrête subitement en 2002. Sans explication, Laurent n'honore plus son droit de visite et devient injoignable. Alexandra a 8 ans,
Son petit frère Jérémy en a 6. Ils ne reverront jamais leur père. Pourquoi il a réagi comme ça? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi partir comme ça sans donner de nouvelles à ses enfants? On s'est posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas maman qui a fait quelque chose, qui nous a caché quelque chose? Est-ce qu'il lui est pas arrivé quelque chose de grave? Beaucoup de questions et on était tous les deux avec mon frère évidemment très tristes quoi. Disparition volontaire ou inquiétante? Comment expliquer le silence soudain de Laurent? D'autant qu'il s'est aussi tu pour ses parents, son meilleur ami et l'ensemble de son entourage. Un comportement incompréhensible pour son fils Jérémy, qui tente, du haut de ses 8 ans, de reprendre contact avec lui. On le voyait plus depuis plusieurs mois déjà. Moi, j'ai décidé personnellement d'envoyer une lettre donc avec mon père, donc ce que je pensais, que je l'aimais, que je voulais le revoir, etc. Et cette lettre m'a été renvoyée en fait. C'est à ce moment-là que je me suis dit, là vraiment, c'est terminé en fait. Peut-être que je reverrai plus jamais mon père en fait. Désemparés, Alexandra et Jérémy ont depuis maintes fois tenté de chercher leur père. On a essayé de le retrouver, mais on ne savait pas, on n'avait pas d'adresse, on avait juste un nom de famille, pas de numéro de téléphone, c'était très très compliqué et on n'a pas réussi. On ne sait pas si on va le revoir, on se pose des questions, on attend, on cherche, mais bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai beau être régulièrement confrontée à des recompositions familiales plus ou moins réussies, la détresse d'Alexandra et de Jérémy me bouleverse. Pourquoi leur père, qui semblait si proche d'eux, les a-t-il subitement abandonnés? A-t-il délibérément fait une croix sur son passé ou lui est-il arrivé malheur? Je décide de contacter le frère et la sœur pour tenter de trouver une explication. Allô? Oui, bonjour, c'est Jérémy? Oui. Ah, coucou, c'est Patricia, ça va? Ça va? Vous êtes avec votre sœur? Oui, bonjour Patricia. Coucou Alexandra, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va super, merci. Alors c'est juste pour vous poser quelques petites questions, parce que j'ai tous vos documents sous les yeux avec donc la copie du livret de famille. Et votre papa, il est né donc le 6 octobre 1965 à Paris 19. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous savez dans quelles circonstances il a disparu? Il n'avait pas de raison de vouloir disparaître en particulier? Non, pas du tout, parce qu'il était en bon terme avec ma mère. Et avec sa nouvelle femme, ça se passait comment? Elle nous aimait pas, donc ça allait pas du tout. On voyait sur son visage qu'elle était pas du tout contente de nous voir, quoi. Ah, Il y avait oui. apparemment des scandales à notre père. Et par la suite, on n'y allait plus du tout. Donc c'est que mon père, notre père, il acceptait qu'elle veuille pas nous voir. D'accord. Il a joué dans son sens, quoi. Voilà, il a été dans son sens à elle. Et ouais. Et vous avez réagi comment? Vous lui en avez voulu un peu? Bah oui, on comprenait pas. On était Bah petits oui. non plus, on comprenait pas forcément non plus. Bah bien sûr. Par la suite, là, par contre, on lui en a vraiment voulu parce qu'il est parti sans donner de nouvelles et sans expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, vous le recherchez pour lui demander ce qui s'est passé, parce qu'il vous manque? C'est quoi vos motivations? Les deux. Bah oui, c'est ça, c'est les deux. C'est pour savoir pourquoi, mais surtout parce qu'on a besoin de lui, quoi. Ah, vous savez qu'une fois qu'on est parti, c'est très difficile de revenir. Peut-être qu'il a souhaité reprendre contact, mais plus le temps a passé, moins il a osé se remanifester. Ça, c'est fort probable. C'est peut-être ça. Il a peut-être la peur de revenir vers nous. Et donc j'imagine que vous n'avez pas plus de renseignements complémentaires. Il faudrait peut-être que je me rapproche de votre maman pour en avoir davantage. Notre mère, oui, elle doit savoir. Notre mère, oui, c'est... Quelques petits renseignements en plus, peut-être qu'elle nous a pas dit, ou je sais pas, hein. Donc je vais me lancer dans la recherche. D'accord, c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Eh ben je vous en prie, puis je vous dis à bientôt. Merci. Passez une bonne journée, au revoir à tous les deux. Bye bye. Donc c'est une disparition, j'imagine, volontaire. J'ai heureusement l'identité complète du papa, puisqu'il les avait reconnus, mais il s'est volatilisé du jour au lendemain. Et puis j'espère pouvoir avancer très rapidement dans cette enquête et pouvoir aider ces deux petits jeunes qui le méritent. Combien d'enfants, hélas, se retrouvent privés de leur papa après une séparation? Déménagement, remariage ou recomposition familiale constituent des étapes de vie favorisant l'émergence de pères rejetés ou démissionnaires. Qu'en est-il de Laurent? Pourquoi aurait-il fui ses responsabilités alors qu'il semblait si attaché à ses enfants? C'est au Kremlin-Bicêtre, en banlieue parisienne, où vit désormais Sylvie, la mère d'Alexandra et Jérémy, que je démarre mon enquête. Cela fait 20 ans qu'elle est séparée de leur père Laurent, mais elle le connaît mieux que quiconque et pourra sûrement m'éclairer sur les circonstances de sa disparition. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, merci. Vous. Ben, ça va très bien. Merci de me recevoir, c'est gentil. Bonjour. Comment tu t'appelles? Mélanie. Enchantée. Clément, 18 ans, et Mélanie, 13 ans, sont le fruit d'une seconde union de Sylvie. Donc ça, c'est demi-frère et sœur de Alexandra et Jérémy. Oui. Enfants du divorce eux aussi, ils se sentent très concernés par le drame qui frappe leurs deux aînés. Eh ben on va s'installer, non? Oui, je vous en prie. Ah, c'est super. Je me mets où alors? Qu'est-ce qui vous Où arrange? vous voulez. Bah, c'est gentil déjà hein, de vous associer à la démarche de vos enfants. Oh, c'est normal, ça me touche quand même. Ouais, je comprends. Mais toutes les mères n'auraient pas réagi comme vous.
Donc j'ai quand même l'identité complète de Laurent, mais c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc je compte sur vous pour me donner davantage d'informations. Vous êtes resté combien d'années avec Laurent 10 ans. 10 ans. Vous êtes séparés en 97, hein? Oui, après la naissance de Jérémy. Oh, c'était un bon père qui adorait ses enfants, qui faisait tout pour eux. Après, il a refait sa vie. Quand il a connu cette femme, il a littéralement changé. Quand il prenait ses enfants, Véronique, elle n'en voulait pas. Donc il faisait tout, je dirais presque en cachette. En cachette. Et ils se sont installés ensemble très vite? Oui, il s'est installé chez elle. Et vous vous souvenez pas de la rue? Non. Et les enfants, ils se souviennent pas? Ils étaient trop petits. Hein. Ouais. Parce que Jérémy, il avait quoi, 2 ans? Alexandra, 4 ans et demi, 5 ans? Non, ils peuvent pas s'en rappeler. Il fait trop jeune. Et sur Véronique, vous n'avez aucune info? Ah non, je l'ai vue peut-être 2 ou 3 fois, c'est tout. Et alors, comment vous expliquez ça, justement? Vous me dites qu'il adorait ses enfants, là. Oui, il les adorait. Avant, il s'en occupait tout le temps, même quand on était séparés. Il venait régulièrement. Et du jour au lendemain, il est parti. Plus de nouvelles. Sylvie a dû faire face, seule, non seulement au désarroi de ses enfants, mais aussi à leur éducation. Car en cessant de donner des nouvelles, Laurent a aussi cessé de verser la pension alimentaire. Un délit susceptible de faire l'objet de poursuites pour abandon de famille et passible de 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Démunie, Sylvie avait alors contacté son ancien employeur. Il m'a dit, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je sais qu'ils sont partis en Vendée. Il m'a jamais donné l'adresse. Et en Vendée, on sait pas où en Vendée? Non. Donc, Laurent, il était chauffeur-livreur dans la grande distribution? Oui. Ça, pendant les 10 années, il a fait ça? Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ait changé de métier? Il est sûrement toujours dans la grande distribution? Je pense, oui. Moi qui misais sur les souvenirs de Sylvie pour m'ouvrir de nouvelles pistes, je me retrouve au point mort. Ni elle, ni ses enfants ne se souviennent de la dernière adresse précise de Laurent à Paris. Personne n'est capable non plus de me renseigner sur l'identité complète de sa dernière compagne, Véronique. Le problème, c'est que, comme Laurent, il a coupé les ponts avec tout le monde. Comme la majorité des disparus volontaires, Laurent a fait table rase de tout son passé, rendant sa localisation quasi impossible. Et vous avez des photos de Laurent? Oui, il m'en reste. Ah, je veux bien les voir. Et oui. Je dois au moins repartir avec un portrait physique précis de lui. Ça, c'est Laurent? Ça, c'est Laurent. Elle est géniale, cette photo. Il a les yeux bleus? Oui. Je vais les prendre en photo avec mon portable. Ah oui, oui, oui. Oui, puis comme ça, je l'ai avec moi quand je vais enquêter, je préfère. Bon, mais c'est super. Merci à vous. Merci. À votre équipe. C'est moi. À bientôt et bonne chance. Merci. Bon, je suis boostée pour retrouver Laurent parce que j'adore cette famille. C'est une famille qui est soudée. Et puis on a un portrait de Laurent, d'un garçon touchant qui était très proche de ses enfants, donc qui avait l'air vraiment très 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 affectueux. Donc moi je n'ai qu'une envie, c'est de le retrouver et je suis sûre qu'il va dire oui. De retour à Paris, malgré mon désir d'aider Alexandra et Jérémy à revoir leur père, disparu depuis une quinzaine d'années, je dois me rendre à l'évidence. Je ne dispose d'aucune information, à l'exception de son portrait physique et de son identité complète. Direction l'état civil de la mairie d'arrondissement où Laurent est né, dans l'espoir d'y découvrir d'autres informations sur sa vie. C'est pour récupérer des extraits de naissance. Un extrait sans filiation. Voilà, exact sans filiation. Merci madame, c'est gentil. Alors, résultat des courses. Laurent, il est toujours en vie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh ben, il n'a pas épousé Véronique. Grande surprise. Là, mention marginale néant, ça signifie qu'il ne s'est jamais marié. Bon, moi, j'espérais secrètement qu'il ait épousé Véronique parce que ça m'aurait permis d'avoir des traces de Véronique. Là, finalement, j'avance pas beaucoup. Je me retrouve à nouveau à la case départ. Si seulement Laurent avait épousé Véronique, j'aurais disposé de 2 identités complètes et ainsi doublé mes chances de pouvoir le retrouver. Or, rien ne me permet même de penser qu'ils soient toujours ensemble. Je dois coûte que coûte trouver un autre moyen de faire avancer cette enquête. C'est en gare Montparnasse, à Paris, que je me suis décidée à démarrer cette 3e journée d'enquête. Après une nuit de réflexion, une nouvelle information m'est revenue en tête à la suite de la discussion que j'ai eue avec Sylvie, la mère de leurs 2 enfants. Il m'a dit, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je sais qu'ils sont partis en Vendée. L'état civil du père d'Alexandra et Jérémy ne m'ayant rien appris, je mise sur cette confidence, soufflée par l'ancien employeur de Laurent, et décide de le pister par le biais de son parcours professionnel. Donc là, je pars en Vendée parce qu'on sait que Laurent travaillait dans la grande distribution où il était chauffeur-livreur. D'après Sylvie, il est resté dans le même métier. Donc si je tape grande distribution Vendée ou grande distribution chauffeur-livreur Vendée, je m'aperçois que les sièges
de toutes les grandes enseignes se trouve à La Roche-sur-Yon, qui est la préfecture de la Vendée. Donc on va commencer par Carrefour, et puis on va toutes les faire, et on verra bien si quelqu'un connaît un certain Laurent Argouge. Voilà, on croise les doigts. Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons en gare de La Roche-sur-Yon. Carrefour, Leclerc, Super U. Je n'ai pas d'autre choix que de partir à l'aveugle et faire la tournée de ces grandes enseignes pour lesquelles Laurent travaillait comme chauffeur-livreur lorsqu'il habitait Paris. Mais chercher Laurent via sa profession est une démarche risquée, car la loi garantit à tout employé le respect de sa vie privée. Ah, Carrefour, ça y est, on y est. Mais je compte bien sensibiliser mes interlocuteurs à l'importance de cette recherche, de sorte que l'émotion l'emporte sur la législation. Bonjour madame, désolée de vous déranger. Je m'appelle Patricia Faguet, je suis journaliste pour une émission de télévision. Nous arrivons de façon un petit peu improvisée, c'était pas prévu. Oui, surtout que vous n'avez pas le droit là, de filmer ici. C'était pas prévu, je suis désolée. J'ai besoin d'un conseil. Je suis à la recherche de quelqu'un qui était chauffeur-livreur dans la gare. Oui, mais vous n'avez toujours pas les droits pour filmer à l'intérieur. Oui, je sais. On ne pourra pas plus vous répondre que ça. Au revoir madame. Ça commence mal. La présence impromptue d'une caméra dans de telles enseignes joue en ma défaveur et je n'ai même pas le temps d'exposer ma requête. Une grande surface est un lieu privé que seul le gérant peut m'autoriser à filmer. Je tente d'approcher d'autres salariés plus conciliants à l'arrière du bâtiment. Bonjour monsieur, là on aide deux enfants à retrouver leur papa. Et comme il travaille chez Carrefour à Paris, on se dit que peut-être qu'il a été muté à Carrefour Vendée. Déjà avant de répondre à tout ça, etc., ouais. Faut d'abord demander rendez-vous au directeur. Monsieur ? Eh bien écoutez, merci beaucoup. Bon ben on en apprend tous les jours. Enfin, j'ai récupéré le numéro du directeur, donc c'est quand même pas mal. Pour m'entretenir au calme avec ce dernier, je m'arrête dans le premier restaurant venu en bord de route. J'ai bon espoir d'obtenir des informations car aux dernières nouvelles, juste avant de quitter Paris, Laurent travaillait pour ce groupe. Bonjour, vous êtes bien au magasin Rue La Roche-sur-Yon, route de Nantes. S'il a fait l'objet d'une mutation, j'aurai peut-être l'opportunité de le savoir. Oui, bonjour monsieur le directeur. Je me permets de vous déranger, je suis journaliste pour une émission de télévision qui aide des familles séparées à se retrouver. Je suis à la recherche d'un chauffeur-livreur. Par exemple, c'est qui vous livre? Il y a un fournisseur qui envoie un transporteur nous livrer. La personne qui livre, on n'a rien à voir avec elle. C'est pas notre employé. L'entreprise qui livre est affrétée par le fournisseur, pas par le réceptionnaire. Donc moi, il faut que je retrouve les fournisseurs du coup. Mais les fournisseurs, il y en a X-Lignes. Enfin, la recherche, elle est folle, quoi. Abyssal. Ah, vous me déprimez. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment de votre aide. Je vous en prie. Et je vous souhaite un bon courage, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis déprimée, là. Je sais pas comment je vais faire. En cherchant un chauffeur-livreur du côté des grandes enseignes de distribution, je viens de réaliser que je fais fausse route. Bon, on garde le moral, on s'accroche. J'ai compris maintenant comment ça fonctionnait. Ce sont les fournisseurs qui envoient les transporteurs, mais les transporteurs sont totalement inconnus des directeurs des grandes surfaces. Donc il faut que je parte sur de la petite distribution et on va essayer ce réseau-là, voilà. Changement de cap. Pour pénétrer le milieu des chauffeurs-livreurs, je dois démarcher directement les entreprises qui fournissent et distribuent les produits de l'industrie agroalimentaire. Bon, il m'a déprimé, mais je vais pas me laisser démonter, hein. Et pour obtenir les noms et adresses de ces fournisseurs, direction La Roche-sur-Yon, poumon économique du département, où je compte faire une enquête de terrain auprès des différents commerces de bouche ayant eux-mêmes recours à la livraison de marchandises. Hôtel de ville, place Napoléon, voilà. Là, j'ai l'impression que c'est la place principale. Bon. Alors, je commence par où ? Je suis à la recherche d'un monsieur qui était chauffeur-livreur et je me demandais quels sont les fournisseurs qui vous livrent. Ça va être France Boisson. Tout ce qui est viande, poisson, légumes par exemple. Ça c'est chez Bertrand. Poisson, fruits, légumes. Promo cash. Vous connaissez les chauffeurs qui vous livrent? C'est pas régulier. C'est pas régulier? Si je vous montre une photo, vous pourriez peut-être reconnaître quelqu'un? Peut-être, oui. Ah, écoutez, on va tenter. Alors, est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Non. C'est un monsieur dégarni aux yeux bleus? Non. Non, ça vous dit rien? Bon. Eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. J'emploie toute une après-midi à répertorier, dans mon cahier, les sociétés distribuant de l'alimentation en Vendée. C'est moi qui fais mes livraisons tout seul. Vous n'avez pas des fournisseurs attitrés? Non, pas attitrés. Est-ce que vous connaissez vos chauffeurs-livreurs? Absolument pas. Est-ce que ce visage pourrait vous... Pas du tout, ça me parle pas du tout. Qui vous fournit? Cap-Marie en ce qui concerne les poissons, société Archambault pour les viandes,
Bertrand également. Achille Bertrand, on l'a déjà cité Achille Bertrand. On l'a écouté avec ça. Si je ne retrouve pas mon petit Laurent. Merci monsieur, au revoir. Bon, fin de journée plutôt encourageante finalement. C'était mal parti et là je me retrouve avec plein de noms. J'y vois plus clair dans les réseaux de distribution entre les fournisseurs, les chauffeurs, les livreurs, les grands magasins, les petits magasins. Donc demain sera un autre jour, mais je reprends espoir. Le jour se lève et je suis toujours sur la piste du père d'Alexandra et Jérémy, des frères et sœurs d'une vingtaine d'années qui le recherchent désespérément depuis 15 ans. Laurent était chauffeur-livreur dans le secteur agroalimentaire avant de disparaître possiblement en Vendée. C'est pourquoi j'ai passé la veille à sillonner les commerces de bouche de la région pour en connaître les principaux fournisseurs. Aujourd'hui, j'espère bien trouver mon homme parmi les dizaines de noms de sociétés qui m'ont été cités hier. Je prends mon téléphone pour montrer la photo. Bonjour monsieur, je suis à la recherche d'un monsieur qui était chauffeur-livreur dans l'agroalimentaire il y a quelques années et qui peut-être serait chauffeur-livreur pour votre enseigne. C'est une personne qui s'appelle Laurent Argout. Laurent Laurent Argout. Je peux regarder sur le... C'est très gentil. Donc il était en intérim. Je n'en ai aucune idée. Qui a quitté Paris il y a une quinzaine d'années pour la Vendée. Tout ça, c'est vos chauffeurs? Ah non, pas que les chauffeurs. Tous ceux qui sont passés par le magasin. Ah oui? J'ai tout. D'accord. Non. Bon, eh bien. Je suis désolé. Merci monsieur, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Bon, eh bien personne connaît mon Laurent Argout. On continue. Donc là, prochaine étape. Allez, on va aller voir Archambault Viande. J'espère que je suis sur la bonne piste au moins, parce que parcourir la Vendée comme ça dans tous les sens pour découvrir que Laurent finalement n'est jamais venu en Vendée, ce serait pas cool. Devaux, c'est quoi ça? Il y a encore des camions là. Alors Devaux livraison. Les camions ouverts, mais il n'y a personne dedans et il n'y a pas de marchandises. Alors là, il y a une porte, mais c'est pas là. Bonjour monsieur. Vous êtes chauffeur-livreur? Je suis patron. Vous êtes le patron? Ah bah je tombe bien, merci. Est-ce que le nom de Laurent Argout vous dit quelque chose? Pas chez vous? Ah non. Vous connaissez tous vos chauffeurs-livreurs? Très bien. Et vous êtes le patron depuis longtemps? Oui, 10 ans. Ah oui, ok. Mais vous avez pas peur de chercher une aiguille dans une meule de foin là? Oh si, vous n'êtes pas le premier à me le dire, je suis désespérée. Faut pas me le dire. C'est pas grand la Roche-sur-Yon, mais mine de rien, il y en a des sociétés. Je vois de la lumière. Accueil. C'est fermé, je vais aller voir dans l'entrepôt. Ah! Bonjour monsieur, je suis désolée de vous déranger, bonjour. Et je suis à la recherche d'une personne qui est peut-être chauffeur-livreur chez vous, qui s'appelle Laurent Argout. Ça vous dit rien? Non, ça ne me dit rien. Ok. Ok, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vous remercie de votre gentillesse. Toujours pas. Je ne trouve rien. Je vais devenir une pro du monde de la grande distribution. Bonjour monsieur. Vous aider? Oui, avec plaisir. Et je me permets de venir vous voir pour savoir si à tout hasard, mon monsieur que je recherche, qui s'appelle Laurent Argout, fait partie de vos connaissances, en tout cas de vos chauffeurs-livreurs. Non, pas chez nous. Pas chez vous? Ok. Eh bien écoutez, merci de votre gentillesse. Désolé. Bonne journée monsieur, c'est pas grave, au revoir. Mince. J'ai bientôt fait le tour là. La nuit tombe, je n'ai trouvé aucune trace de Laurent et ma liste de fournisseurs s'amenuise. J'ai beau faire le tour des transporteurs les plus actifs de l'industrie agroalimentaire vendéenne, personne ne réagit ni à son nom, ni à sa photo. Le père d'Alexandra et Jérémy aurait-il changé de métier? A-t-il réellement vécu dans cette région après sa disparition? Je commence à en douter, mais n'ai pas d'autre choix que d'approfondir la seule piste à ma disposition. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis à la recherche d'un chauffeur-livreur. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Laurent Argout. C'est lui. Il faudrait demander à Jacques. Jacques? Ouais. Je reviens. Ok, ça marche. Hein? Merci, monsieur. Bonjour. Il arrive. C'est le directeur? Ah, voilà. Bonjour, monsieur le directeur. Désolé de vous déranger. On arrive un petit peu à l'improviste. On est une émission de télévision qui réunissons des familles séparées. Vous éteignez votre caméra et vous en allez. Ah? Oui. Moi, je vais débouler chez vous, comme ça, je vais laisser ma voiture allumée, je vais venir avec une caméra pour vous réveiller, vous allez voir. Très bien. Bon, merci en tout cas, merci. Hein. Voilà. En 28 ans de métier, j'ai appris à composer avec les caractères et les humeurs de mes interlocuteurs.
Je suis dégoûtée parce que j'étais tombée sur un salarié qui était parti pour m'aider et le patron n'a pas du tout apprécié qu'on se pointe sans prévenir. Et je n'ai pas mon info en attendant. Je ne peux m'empêcher de penser que cet homme, par sa réaction pourtant toute légitime, puisse priver sans le savoir des enfants de leur père. Et si Laurent était l'un de ses employés, serais-je passé à côté de lui ? Direction les herbiers, parce qu'on sait que là-bas il y a pas mal de grossistes, de fournisseurs, donc on lâche pas l'affaire. Monsieur. Bonjour, désolé de vous déranger. Oui. Vous êtes chauffeur routier, vous ? Je suis responsable de la réception frais. Alors peut-être que vous connaissez le chauffeur, je vais vous montrer parce que c'est un chauffeur. Ouais. Voilà, il est là. Alors il a peut-être changé, hein, la photo n'est pas récente. Vous l'appelez comment ? Laurent. Il est en production, c'est sûr. C'est pas vrai. Il est même pas chauffeur, mais elle est pas récente. Elle a une quinzaine d'années, la photo. C'est Laurent qui s'appelle en plus ? Ouais, Laurent. Ah oui, il est en production, en charcuterie. Ouais, vous avez pas moyen de vérifier si c'est la bonne personne ? Il faudrait que j'aille voir de pointage. Bah écoutez, je vais venir avec vous. Et alors, il correspondait au niveau de l'âge ? Moi, il a 52-3 ans. C'est ça, exactement, c'est ça. Merci. Je vais emmener sa carte de pointage pour son nom, alors. Oh, miracle! Donc ça doit être cuir. C'est magnifique. Ah merci monsieur, vous illuminez ma journée. Et ben voilà! C'est un truc de fou, j'en reviens pas. Je suis sous le choc, franchement. Parce que là on vient d'arriver, il n'y a personne sur ce parking. Je trouve un monsieur tout seul en arrivant, je l'interroge, il connaît mon Laurent. Et c'est mon Laurent. Ouh, je suis bouche bée. Après une journée dense et pleine de péripéties, je rentre me coucher le cœur léger. Demain, j'entrerai directement en contact avec Laurent, ce père si aimant qu'Alexandra et Jérémy recherchent depuis près de 15 ans. Il y a quelques semaines, Alexandra et Jérémy m'avaient demandé de retrouver leur papa, disparu subitement sans laisser d'adresse au début des années 2000. Chauffeur-livreur dans l'agroalimentaire, il aurait signalé son départ pour la Vendée, ma seule piste dans cette enquête. Après avoir interrogé des dizaines d'entreprises du secteur dans ce département et perdu espoir plus d'une fois, j'ai fini par le localiser. Allez, c'est parti. Faut être au rendez-vous. Je veux pas rater Laurent quand il arrive à midi. Parce que là, il faut pas que je me perde. La zone industrielle, elle est quand même très grande. Et je pense que j'ai eu un gros coup de bol de tomber dessus direct. Hier, le collègue de Laurent m'a informé qu'il embauchait à midi. Bon, il est quelle heure ? 11h34. Je suis un petit peu en avance. L'idée, c'est d'attendre que Laurent arrive, parce que je veux pas le rater. À quelques minutes de cette rencontre que j'espère depuis des jours, je Comment réagira-t-il à mon intervention sur son lieu de travail ? Tension maximum. C'est que là, chaque mot compte. Acceptera-t-il de revoir ses enfants ? Et j'ai pas droit à l'erreur et j'ai 10 secondes pour convaincre. Posté à l'entrée du parking du personnel, je guette toutes les voitures qui arrivent, espérant identifier un homme qui ressemblerait aux photos que Sylvie, la mère d'Alexandra et Jérémy, m'avait permis d'immortaliser avec mon téléphone portable. Encore une voiture qui arrive. Ah, ça arrive là, c'est l'heure des salariés là. Bonjour, je suis désolée de vous déranger, je cherche quelqu'un qui s'appelle Laurent. Laurent ? Vous êtes Laurent Argout ? C'est pas vrai. Oh, je suis très heureux de vous rencontrer. Vous permettez, je vous l'enlève 2 secondes. Bonjour. Je m'appelle Patricia. Je suis journaliste pour une émission de télévision qui réunit des familles séparées. Et je viens de la part de 2 personnes pour qui vous comptez beaucoup, qui vous aiment de tout leur cœur. Et je pense qu'elles sont gravées dans votre cœur aussi. Je vois pas. Alexandra et son petit frère Jérémy m'avaient contacté pour que je retrouve leur père Laurent, dont ils n'avaient plus aucune nouvelle depuis 2002. Quelques semaines plus tard, je leur ai proposé de me rejoindre en Vendée pour leur faire part de l'avancée de mon enquête. Bonjour Alexandra. Bonjour Patricia. Bonjour Jérémy. Bonjour Patricia. Comment ça va ? Ça va, merci. Vous avez fait bonne route ? Oui, merci. Venez, on va se mettre au chaud. Merci. Merci. Allez-y.
Alors Alexandra, Jérémy, si je vous ai donné rendez-vous ici, en Vendée, c'est parce que c'est ici qu'on a perdu la trace de votre papa il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est ça. C'est ça, exactement. Avec pour toute information qu'il était chauffeur-livreur. C'est ça. C'est ça. Donc mon enquête, évidemment, elle a commencé ici. Oui. Donc j'ai ratissé toute la région, de long en large. Je n'ai rien trouvé. J'ai montré la photo de papa vraiment à beaucoup de personnes et personne ne l'a reconnu. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans une zone industrielle, à une 50aine de kilomètres au nord de La Roche-sur-Yon. Mais je suis tombée sur le responsable d'une entreprise qui m'a dit « Mais moi, je connais un Laurent. » Donc j'ai compris que j'avais localisé votre papa à ce moment-là. Je vois vos sourires. Oui, c'est... Oh. Oui. Ça va aller. C'est des larmes de joie, oui. De soulagement. Elle va me faire pleurer, arrête. Non, je pleure plus. Promis, je pleure plus. Et alors, en poussant un petit peu le questionnement, j'ai découvert qu'il commençait son service à midi. Donc je me suis positionnée à l'entrée du parking du personnel. Et si ça vous dit, je vais vous laisser découvrir en images le premier véhicule que j'ai intercepté, et plus précisément son passager. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon, je suis là, s'il y a besoin. D'accord, merci. Laurent? Vous êtes Laurent Argout? C'est pas vrai. Oh, je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous permettez, je vous l'enlève 2 secondes. Allez-y. Merci, monsieur. Je m'appelle Patricia. Je suis journaliste pour une émission de télévision qui réunit des familles séparées. Et je viens de la part de 2 personnes pour qui vous comptez beaucoup, qui vous aiment de tout leur cœur. Et je pense qu'elles sont gravées dans votre cœur aussi. Je vois pas. Je peux pas vous dire, je vois plus ma famille, donc Je sais. j'ai fait le vide de tout le monde. Ouais, je sais. Mais il y a 2 personnes que vous n'avez pas pu oublier, à qui vous ne pouvez pas en vouloir. C'est pas possible. Ah, mes 2 autres enfants? Oui, vos 2 premiers enfants. Oui. Vous leur manquez à fond. Ben oui, mais c'est pas facile. J'ai jamais rien eu contre eux, mais c'est leur mère qui a été infecte. Donc, et quand je suis parti, c'est pour ça que j'ai décidé de faire table rase. Ok. Parce qu'elle a foutu le bordel aussi avec ma nouvelle femme. Elle a foutu le bordel aussi avec ma mère. Donc c'est pour ça que j'ai tout coupé. C'est pas facile. Mais c'est pas facile pour qui? Oui, c'est ça la C'est plus question. pour nous, je pense, parce que bon, c'est quand même lui qui est parti et c'est un peu culotté de dire que c'est pas facile, quoi, je trouve. Alors, vous pensez qu'il a réagi comment? Je sais Je sais pas. Ouais, je pense qu'il a Franchement, tiré un trait, je sais pas. Il a de le voir déjà. Ouais. Ça vous fait bizarre de le voir? Oui. Ouais, ça fait Mais déjà, on se dit qu'il a envie, donc C'est ça, c'est c'est la rassurant même parce chose, que c'est même la s'il a même tiré chose. un trait sur nous, on espérait qu'il soit en vie et il a pas l'air d'aller mal. Je vous rassure, il n'a pas tiré un trait sur vous. Si je vous dis qu'il est derrière cette porte. Non. Ici. Je suis pas prête, hein. C'est pas prête, ma chérie? T'es prête. Tu veux que je vienne avec toi? Tu veux que je vienne avec toi? Allez, je te tiens la main, tiens. Il attend ça avec impatience, crois-moi. Plus de 15 ans après leur brutale séparation, Alexandra et son frère Jérémy sont sur le point de revoir leur père, avec qui ils ont partagé les premières et les plus tendres années de leur vie. Laurent, Alexandra, Jérémy. Venez, ma chère. Pas changé, toi. Alors, Zoza, J'ai un peu de mal quand même. qu'est-ce que t'as du mal de quoi? Bah, je sais pas, une nouvelle comme ça du jour au lendemain. Oui, mais tu sais, dans la vie, il y a des choses qui font que tu te rappelles pas, mais il s'est passé plein de trucs avec ta mère. Et à un moment donné, j'avais qu'un seul choix à faire. C'était ça. Pourquoi pas être revenu vers nous depuis plus de 15 ans? Parce que c'est pas facile. Et malheureusement, c'est les querelles d'adultes qui pâtissent aux enfants, comme toujours. Oui, souvent. C'est ça. Ouais. Ben oui. En conflit permanent avec Sylvie, la mère de ses enfants suite à leur séparation, Laurent n'a jamais réussi à reprendre sa place de père auprès d'eux et a préféré disparaître, las de vivre dans le chagrin. Ça va? Ouais, ça va. Ça va mieux? C'est vrai, ça. Ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre, Bah, oui, t'attendais ouais. tellement ça. Bah, il y a un contre-coup, tu sais, moi, depuis mardi, qui est venu me voir. Je dors pas, je me pose des questions. C'est 2 heures par nuit. C'est pas facile, Ouais, c'est hein. pas facile pour Tu sais, moi, je suis de but en blanc. Tu vois des gens arriver sur le parking, ça te tombe comme ça, c'est... Mais vous n'avez C'est- pas hésité à dire oui tout de suite. Ah non, non, mais pour mes enfants, j'ai toujours dit oui.
Du coup, vous avez 3 demi-frères et sœurs. Ok. Et il y en a 2 qui sont là. Ok. Ta famille s'agrandit. Oui. Tiens. Ça fait bizarre. Ah oui. Alors voilà Wendy, Voilà. Véronique et le petit Raphaël. Elle fait un bisou. Un bisou. Comment vas-tu? 15 ans après sa disparition, Laurent vit toujours en concubinage avec Véronique. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Kevin, 18 ans. Wendy, 11 ans. Et enfin Raphaël, 6 ans. Alors ça vous fait quoi de rencontrer vos grands demi-frères et sœurs alors? C'est impressionnant. Tu savais que tu avais des grands demi-frères et sœurs, tu savais? Ouais. On va aller les voir, les grands frères et sœurs. Viens. Allez, va leur faire un bisou, t'en meurs d'envie. Oh là là, le grand frère. Bon, je vais vous laisser un petit peu entre vous quand même. Faut voir le meilleur maintenant. J'arrive au bout de ma mission avec le bonheur de savoir cette famille réunie. Après 15 années de souffrance et d'interrogation, il va falloir encore du temps à ce papa et ses enfants pour se réapprivoiser. Mais j'ai bon espoir qu'avec l'amour qu'ils se portent, ils parviennent un jour à passer à l'acte. C'est ce qu'on dit? Oui. Merci encore, merci beaucoup. De rien. La rancœur enchaîne, le pardon libère. Oui, c'est vrai. Au revoir. Merci pour tout. En France, près de 40% des pères se dérobent à la pension alimentaire suite à leur séparation de la mère de leurs enfants.